Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième session de webinaire de l'Actemium University qui a pour thème aujourd'hui les usages et avantages d'un système virtualisé dans le domaine de l'automatisme. Je tiens à remercier le précédent interlocuteur de ce webinaire, Nicolas Muller, notre Business Unit Manager pour la BU Expert Service en Suisse. Je suis moi-même donc Charlie Gutmann, le product manager de la partie Expert IT, donc le centre de compétences IT pour Actemium Suisse. Avant de commencer, la virtualisation est une technologie qui n'est pas récente. Vous en avez certainement tous à peu près entendu parler ces 10 dernières années. C'est quelque chose de très connu dans le monde de l'IT ou de l'Office IT de manière générale, qui a été embrassé plus particulièrement par les entreprises relativement récemment, il y a 4 ou 5 années. C'est vraiment très démocratisé dans nos systèmes. L'automatisme est encore un peu anxieux quant à l'adoption en fait d'une telle technologie, un peu par peur, par crainte, par méconnaissance des fois de ses rouages, de ses avantages, de en fait ce qu'elle peut réellement apporter de bon aussi au système d'information automatisé. Euh, pour cela, je vais juste faire d'abord une petite parenthèse sur ce que l'on entend par architecture classique, c'est-à-dire la méthode la plus utilisée dans le monde de l'automatisme. Elle est constituée de plusieurs serveurs avec chacun des composants informatiques standards, du CPU, de la RAM, du disque, du réseau. C'est des serveurs de différents constructeurs. Chaque serveur dispose en somme de son propre système d'exploitation avec des drivers plus ou moins spécifiques selon le constructeur. Les applications et services sont installés sur un système d'exploitation, ici en bleu sur le schéma. On peut avoir toute une variété de systèmes d'exploitation différents au sein d'un réseau. La maintenance, la maintenance matérielle augmente forcément en fonction du nombre de serveurs. Plus on en a, plus la maintenance et l'obsolété des systèmes évoluent. Pour pallier à ça et aux besoins constamment croissants, en tout cas dans le monde de l'IT, a été inventé entre guillemets la virtualisation. Qu'est-ce qu'on entend par une architecture virtuelle? En fait, c'est un serveur du même acabit en fait que celui-là que l'on découvre dans l'architecture standard, qui dispose aussi des mêmes composantes, CPU, RAM, disque, carte réseau. Cependant, on va y installer un système d'exploitation léger, dit hyperviseur. Il en existe plusieurs sur le marché. Là, on va plutôt s'orienter sur, de par nos expertises et notre expérience, sur le produit de VMware. Cet hyperviseur, en fait, sert à partager les ressources physiques de la machine vers ce que l'on appelle donc des machines virtuelles ou des instances qui sont en fait le regroupement du système d'exploitation et des applications qui y sont installées. Elles sont donc exécutées parallèlement sur le matériel et chaque serveur dispose de son propre système d'exploitation. Lui aussi, on peut garder cette diversité. Et chacun exécute bien entendu ses applications et ses services. Euh, les 6 points importants que nous avons pu rencontrer pour l'amélioration justement, enfin des améliorations qui sont apportées de par la virtualisation, sont la réduction du nombre de serveurs, l'optimisation de l'utilisation des serveurs, augmentation de la sécurité de manière générale, une meilleure gestion des serveurs et des applications, une augmentation de la disponibilité et une amélioration de la sauvegarde. Alors, la compression du nombre de serveurs. Notre expérience nous a démontré que, en moyenne, nous pouvons exécuter à matériel équivalent, j'entends, euh, 5 à 10 serveurs, l'équivalent de 5 à 10 serveurs physiques sur un serveur host de chez VMware. C'est bien entendu variable en fonction du dimensionnement du serveur hôte, c'est-à-dire de la machine qui va exécuter toutes les VM, et
De la spécificité des VM, c'est-à-dire de quoi elles sont composées, combien de mémoire elles vont avoir besoin, quelles sont leurs utilisations, etc. Euh, cette réduction, en fait, de 5 à 10 serveurs est constatée et en moyenne nous donne un avantage de, on va dire, une compression de 52% une réduction, pardon, de 52% de la ferme, c'est-à-dire de votre parc informatique, de votre parc serveur. Euh, Amélioration aussi de l'utilisation des serveurs. Si l'on analyse en fait dans son temps de vie un serveur dans une architecture classique, chaque serveur exécute ses applications et services, mais n'utilise en fait qu'une partie des ressources à un moment T donné. En moyenne, comme on voit sur cet exemple, on se rend compte qu'en fait on est entre un quart et et un tiers de l'utilisation des ressources, c'est-à-dire on a acheté une machine, mais on l'utilise en fait efficacement qu'à un tiers à un moment T donné. La charge moyenne d'un serveur est basse par rapport à l'investissement qu'il génère, et les ressources de chaque serveur sont distinctes, c'est-à-dire que la charge d'un serveur ne pourra pas être partagée à un autre. Dans une architecture virtuelle, en revanche, on partage donc les ressources d'une même machine, on lisse aussi donc cette charge par la même occasion, et la charge de on va utiliser en fait le pool de ressources de CPU pour pouvoir exécuter toutes les requêtes et toutes les demandes provenant des VM. On optimise donc en général à hauteur de 80 ou 85% le stacking en fait entre une machine virtuelle et une machine physique, ce qui donne en moyenne un ratio de 72% de l'amélioration de l'utilisation de nos serveurs. On peut voir sur ce graphique par exemple, à gauche en fait l'utilisation d'un CPU dans une journée d'un serveur physique, et à droite l'utilisation effective d'un hôte de machine virtuelle. On voit dans les différentes couleurs les différentes machines virtuelles qu'ils exécutent, et on voit bien qu'on augmente drastiquement l'utilisation des ressources. Euh, pour la sécurité, le point sécurité qui est important dans la technologie de virtualisation, ce sont les snapshots qui permettent en fait d'effectuer des sauvegardes autant du système d'exploitation, c'est-à-dire du disque dur, tout ce qui est disposé sur le disque dur, mais aussi de ce qui est dans la mémoire vive, à un instant T donné d'une machine virtuelle, de pouvoir la sauvegarder dans son état, de pouvoir ceci sans passer à travers en fait le système d'exploitation, c'est-à-dire on peut éviter des problèmes que l'on peut avoir avec d'autres produits de sauvegarde sur des systèmes automatisés en l'occurrence, où on nécessite des courtes interruptions de certains services pour faire des sauvegardes. Là, on peut faire, avec un système virtuel et un système de snapshot, on peut faire une sauvegarde online sans aucune interruption de service, sans même que des softwares, même très pointilleux sur l'utilisation ou sur les accès à ces ressources ou à ce disque, ne soient même touchés, ce qui augmente en moyenne de 48%. La sécurité, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, en fait, c'est très pratique dans le cas, par exemple, de patch, de correctif, où on peut faire un snapshot juste avant le correctif, avec la mémoire, avec les disques, relancer, effectuer donc la mise à jour après le snapshot, et si on se rend compte qu'on a un souci ou n'importe quel problème, on peut revenir très rapidement en arrière, sans avoir besoin de faire une restauration complète de backup, et on revient au point exact en fait où on a fait le backup, mémoire vive comprise. Alors, pour cette gestion, de façon à pouvoir, parce que généralement les infrastructures virtualisées ne se tiennent pas sur un seul serveur, on en a en minimum deux, je dirais, au maximum il n'y en a pas vraiment. Euh, il faut qu'on puisse avoir un outil opportun pour manager autant la partie matérielle, c'est-à-dire la superviser, mais aussi la partie virtuelle, donc c'est-à-dire la partie machine virtuelle. Euh, pour cela, VMware propose le vCenter Server, qui est généralement dans toutes les versions de base fournies avec, qui offre un point central pour la gestion des hôtes et des machines virtuelles, la supervision donc générale. On peut rajouter par-dessus un produit qui s'appelle aussi de VMware Operation Manager, qui permet l'analyse et les rapports des indicateurs de santé et de performance, très pratique justement pour le monitoring et pour
on va dire le suivi en fait de son système et de son cluster. Et c'est aussi une aide au diagnostic et à la décision en cas de problème de performance, en cas d'augmentation, de demande, de ressources, de l'évolution tout simplement de son infrastructure. Pour ce qui est, et le point le plus important en fait, est surtout la disponibilité, ce que apporte en fait la virtualisation. Dans une architecture classique, on a toujours le problème que chaque serveur est un peu seul dans son coin, va être certes connecté au réseau, mais a une charge qui lui est propre et dédiée, des applications qui lui sont dédiées. Si un des serveurs venait à tomber, généralement, sauf cas d'une disponibilité software qui est assez compliquée et généralement coûteuse à mettre en place, les services et les applications deviennent indisponibles. Ce que l'on pallie en fait avec la partie virtuelle, c'est le cœur en fait de tout ce système de haute disponibilité virtuelle vient du produit, enfin de la fonctionnalité pour être précis, vMotion, qui est en fait permet le déplacement d'une machine virtuelle en exécution entre deux serveurs physiques, entre deux hôtes, c'est-à-dire on n'a aucune coupure, la mémoire vive en fait de la VM est copiée puis synchronisée du premier ESX vers le deuxième. La main sur les disques virtuels de la VM en fait est passée parce que dans le cas d'une haute disponibilité, on centralise toujours en un seul point ou multipoint, mais du moins centraliser les disques durs virtuels, que ce sont après tout que des fichiers. Hein. Le disque dur en fait devient un fichier pour la VM. Euh, la main d'écriture et de lecture est donnée donc au deuxième ESX et s'exécute donc sur le nouvel hôte sans interruption de service. À ça, on rajoute une deuxième couche qui est le High Availability, HA. C'est un système un peu de watchdog où l'ensemble des serveurs va se regarder mutuellement pour vérifier la disponibilité des uns et des autres. Ils savent aussi toujours quelle VM est exécutée où exactement. Et en cas d'indisponibilité d'un serveur, les VM qui étaient préalablement exécutées sur ce serveur sont redémarrer sur le reste du cluster, sur les autres ESX disponibles, en fonction des ressources disponibles. Il peut alors venir une compression lors du redémarrage. C'est généralement au moment de la spécification que l'on fait bien attention à activer ou non le HA, c'est-à-dire on va dimensionner les serveurs en fonction de la haute disponibilité du nombre de serveurs qu'on est prêt à perdre sans, on va dire, perte de performance ou du moins baisse de performance. Et les VM, en revanche, sont par contre redémarrés, c'est-à-dire que l'ensemble des services, il va y avoir une interruption de service à ce moment-là. Elle est raccourcie, elle est automatique. En moyenne, on peut attendre une trentaine de secondes à 40 secondes de démarrage en fait, de l'OS virtuel, qui est toujours plus rapide en fait qu'un redémarrage d'un serveur physique, car on redémarre vraiment que la partie système d'exploitation. Mais cependant, les machines sont automatiquement redémarrées. Le vMotion, en fait, permet de déplacer et de répondre à un besoin simple qui est le grossissement en fait de la volumétrie, l'augmentation de notre volumétrie. On peut démarrer avec un système de disque qui en fait au bout d'un an ou de 2 ans nous pose problème de place parce que les données qu'on sauvegarde, enfin on a plus de données qu'il était prévu au départ. Pour cela, il y a donc vMotion, Storage vMotion pour être précis, qui permet de déplacer entre deux centres de données, deux disques centraux en fait différents, l'intégralité des disques durs virtuels sans interruption de service, c'est-à-dire que la VM ne se rend même pas compte en fait qu'elle est déplacée d'un point de stockage à un autre. Les deux emplacements de stockage ne sont pas forcément de la même taille, ils peuvent être soit plus gros, soit plus petits, car on a aussi la technologie Film Provisioning qui nous permet en fait de n'utiliser réellement et efficacement que la place nécessaire qui est réellement en fait utilisée sur le système d'exploitation. On peut très bien attribuer 300 Go à un disque dur à un moment donné, on n'utilisait que 20, et en fait, grâce au Film Provisioning, on ne va en fait déplacer que 20 Go sur les 300 alloués au départ à la machine virtuelle. La cerise sur le gâteau est en fait la fonctionnalité Fault Tolerant, FT, qui en fait est un peu un compromis de l'ensemble. C'est un regroupement en fait de ces fonctionnalités. Qui en plus de ça, on va démarrer pour chaque VM, on va démarrer en fait 2 VM, un sur chaque hôte. Les applications et les services vont tourner sur chacun des deux. Il y en a une des deux qui va être éligée au titre de maître et une autre au titre d'esclave. Les applications vont donc tourner sur la maître jusqu'à une défaillance. Pendant son exécution, le contenu de la mémoire vive du maître est constamment synchronisé sur le réseau vers la secondaire, donc vers la slave.
En cas de panne donc du maître, c'est la slave qui reprend instantanément le travail avec l'intégralité des données qui étaient disponibles dans la mémoire vive, ce qui fait qu'on n'a absolument aucune interruption de service entre les deux. C'est donc la version upgrade, si l'on veut, de la partie vMotion. Mais elle aussi, le fault tolerance est totalement automatisé. Pour amélioration de la sauvegarde, on se rend compte que, donc j'en ai déjà parlé des snapshots, mais on peut aussi convertir ces snapshots en fait en sauvegarde, c'est-à-dire pouvoir archiver via des applications tierces, accéder directement au storage sans passer par la partie système d'exploitation. Donc on garde toute cette flexibilité et toute cette non-interruption qui vient de la technologie des snapshots, mais en direction des backups. Donc voici en gros le récapitulatif des 6 points importants du plus en fait qu'apporte la virtualisation. On voit qu'en moyenne on est à entre 40 et 60% en fait d'amélioration sur l'ensemble des points. Adapté au monde de l'automatisme, on voit que en fait tous les aspects qui ont été apportés par la virtualisation au système IT et applicables aussi au système d'automatisme, on n'a plus vraiment de problème en fait de vieillissement du matériel car en fait on sépare complètement, on désolidarise complètement les deux. Il permet donc d'avoir un cycle de vie beaucoup plus important des applications métiers ou des applications d'automatisme sur un système qui en parallèle peut évoluer au niveau hardware. Mais cependant, on a plusieurs éditeurs logiciels qui ne supportent pas encore complètement la virtualisation ou en partie, c'est-à-dire la virtualisation de base, oui, mais peut-être pas la fault tolerance. Les anciens systèmes ont certains encore des interfaces de communication très spécifiques. Le parallèle par exemple, ne pose pas réellement de problème à la virtualisation en fonction de la spécification qu'on a fait au départ. Mais il y a des cartes IO particulières qu'on a déjà pu rencontrer sur des systèmes qui ne sont pas virtualisables. On doit donc faire un peu le mix, dans certains cas bien précis, entre des systèmes physiques et des systèmes virtuels qui peuvent totalement cohabiter ensemble. Donc Actemium, justement, est disponible pour vous sur ce sujet en particulier. Au niveau de l'ensemble de la procédure d'adoption, si je pourrais dire, de la virtualisation sur des systèmes automatiques. On en a maintenant une grande expérience sur plusieurs clients. Nos expertises et compétences sont tous orientées pour votre système d'automation. Nous y apportons maintenant la brique supplémentaire d'IT, nos expertises sur des années d'IT, mais appliquées spécifiquement à des domaines d'automatisme. Nous sommes aussi certifiés sur VMware, partenaire aussi Cisco sur la partie network, et bien entendu Microsoft, pour avoir en fait une solution globale et générale de l'analyse jusqu'à la livraison et à la maintenance en fait de vos systèmes. Voilà qui clôture la partie présentation. Vous avez toujours la possibilité de me poser des questions auxquelles j'aurai grand plaisir à répondre. De par l'outil de GoToWebinar que vous devriez retrouver normalement sur la droite de votre écran. Je vais laisser donc quelques minutes pour me poser les questions. Je lis les questions qui arrivent. Une première question. Bonjour, je souhaite savoir comment vous gérez les licences tournant sur les clusters VMware. Clé USB ou clé logicielle avec signature du matériel? Alors il est possible surtout si c'est de l'USB, c'est la manière la plus facile, car en USB on peut directement attacher en fait un périphérique USB à une machine virtuelle.
Par contre, du coup, de par le fait, on perd un peu l'idée du vMotion, c'est-à-dire le déplacement online de la VM, parce que forcément, la clé USB va pas se retrouver sur le serveur d'à côté. Par contre, ça fonctionne de notre expérience très bien sur même la plupart des produits. On peut attacher directement une clé à un serveur et la binder à la VM. Donc la partie licensing, sécurité est tout à fait utilisable. Ok, une prochaine question. Est-il possible d'indiquer la méthode de calcul des pourcentages en slide 17? Alors je me permets d'y répondre moi-même. En fait, ces pourcentages qui sont indiqués au niveau des gains sont parfois des gains de temps, des gains d'argent. Et en fait, on a trouvé la source de ces informations-là. On aurait dû en mettre la source sur le site de VMware, sur une étude qu'ils ont fait. C'est une étude récente sur leurs différents clients worldwide, sur les plus grands, en fait, où suite à projet, c'est des retours d'expérience projet, en fait, où on a trouvé justement ces indicateurs-là. Encore une question. Impact sur les licences Windows dans le cas de hardware tolerance, de serveurs tournant en même temps avec un seul maître. Alors, en cas d'un fault tolerance, il faut savoir de toute façon que Microsoft, selon la version du système d'exploitation, offre le droit à la virtualisation. Alors, en 2008, par exemple, c'était 4. Enfin, on peut utiliser par licence en fait 4 VM de ce système à partir du moment où l'hôte est lui-même licencié. Dans le cas d'un FT, il est, on va dire, un peu en gray zone sur la version de Microsoft. C'est-à-dire, vu que c'est un système qui est en halt et qui n'est pas du tout utilisable, c'est-à-dire même si vous essayez de vous y connecter, il ne répond pas en fait au réseau directement. Il est considéré un peu comme un session 0, si on veut, comme sous Windows 7, du système d'exploitation master qui y travaille. Donc en fait, il consommera au niveau virtualisation qu'une seule licence. Ok. La prochaine question, est-ce que ESXi reconnaît aujourd'hui les ports USB 3? Le port USB 2, oui, ça je le sais. Dans la version 6 qui vient de sortir du vSphere, on a une prise en charge normalement native de l'USB 3. Alors, ce qu'il faut faire attention par contre, c'est que le serveur est des USB 3, ce qui est pas monnaie courante non plus pour le moment. Même sur on va sortir des mots de fabrique quand même, mais du HP ou du Dell, il est rare d'avoir encore des serveurs en USB 3 directement. Ça commence à venir, mais c'est encore un peu frais pour que les gros constructeurs nous proposent des serveurs à câble, hein, la plupart, avec de l'USB 3 natif. Cependant, le système d'exploitation vSphere 6.0 le supporte. Encore une question. Comment fait-on pour devenir Certified VMware Partner? Alors, pour devenir Certified Partner, il faut en fait avoir au minimum une personne qualifiée sur le Learning Portal de chez VMware. Ça passe par PersonView, en fait, un système de programme américain qui permet de s'enregistrer sur toute la planète. Il y a des centres de formation. Il faut passer un minimum une formation technique ainsi qu'une qualification technique. Nous nous sommes spécifiés en fait sur le produit data center parce qu'il n'y a pas que ce produit chez VMware. Il y a la partie aussi VDI pour la virtualisation des postes clients. Il y a d'autres produits aussi. Il faut en fait avoir au minimum une personne certifiée sur le produit, sur un des produits techniques, et une personne qualifiée via on va dire, une certification plus courte et plus simple sur la partie sales pour pouvoir être registrable. Et tout se fait depuis le site My Learning Portal de VMware que vous trouverez sur leur site web très facilement. Encore quelques questions. L'une d'elles, avez-vous eu des problèmes de performance avec des applicatifs utilisant la GPU? Alors, la GPU a posé longtemps un problème au niveau de la virtualisation jusqu'à la version 5 du produit. On est actuellement à la version 6. Il ne supportait pas en fait le direct I/O en direction, c'est-à-dire les instructions directement envoyées à un périphérique additionnel autre que CPU, RAM, etc. Depuis la version 5 et la 5.5 encore plus, enfin celle qui est la plus déployée en tout cas chez nous est la 5.5, on peut très bien rajouter des GPU directement dans les serveurs, ce qui le permettent en PCI Express 16 ou PCI Express 8 selon ce qu'on a. Et on peut directement attacher à une VM en fait des ressources de GPU. On peut soit les mutualiser, tout comme un CPU, ou on peut les dédier, un peu comme la clé USB, la question qui était avant, on peut directement les dédier à une VM. C'est-à-dire que les performances avec le GPU ont complètement disparu depuis la version 5.5, je dirais, du VMware. Ok. Quelqu'un qui demande si on connaît une solution qui semble très intéressante, donc la solution Cloneo, qui est
on nous explique que c'est un produit d'Actemium Paris Transport qui propose de virtualiser des automates, entre autres GE, RX7, Schneider, Siemens S7, pour créer des plateformes simulées Cloud Ready pour la formation. Alors non, on ne connaît pas, mais ça semble Je très vais dire intéressant. malheureusement non, mais on serait ravis de pouvoir voir ça. Oui. Ok, il semble encore avoir quelques questions qui font suite à la question sur l'utilisation de la GPU. Je propose à monsieur Gubian, qui a posé ces questions-là, de prendre contact Oui, avec directement plaisir. avec monsieur Gutmann, Oui. afin qu'on ne retienne pas trop longtemps tout le monde. L'idée de ces webinars étant de faire des sessions courtes que vous puissiez faire suite à votre pause de midi. Bonne digestion d'ailleurs. Encore une dernière question. Quel outil de monitoring est-ce que l'on utilise? Alors, tout dépend ce qu'on appelle monitoring. Si c'est du monitoring actif, on utilise on utilise WhatsApp Gold sur la plupart de nos clients. C'est-à-dire c'est pour pouvoir requêter directement en fait l'infrastructure virtuelle et en même temps l'infrastructure network parce que généralement les deux sont très liés. Si c'est du monitoring, on va dire plutôt sur la partie charge, etc., c'est plutôt justement l'outil Operation Manager de VMware qu'on va utiliser, parce qu'il va nous permettre de vraiment lisser et d'avoir de beaux graphiques, de beaux reporting en fait sur la charge et les besoins. Est-ce que, pour savoir exactement répondre à la question, est-ce que notre infrastructure, notre cluster répond correctement aux besoins de charge de l'ensemble de notre système. Donc, tout dépend, soit WhatsApp Gold, soit Operation Manager. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre suivi du webinar. Je vous souhaite encore une très bonne après-midi et espère avoir de votre contact très bientôt.